Voilà, donc alors calculons le déterminant de cette matrice d'ordre 3 où lambda est un paramètre réel. Donc vous avez moins lambda, 1, 1, 1 moins lambda, 1 et 1, 1 moins lambda. Alors, on a dit que le déterminant ne change pas si on rajoute à une colonne une combinaison linéaire des autres. Donc, toutes les propriétés qu'on a vues sur les colonnes, elles sont vraies pour les lignes. Donc, le déterminant reste le même. Si, par exemple, on ajoute à la première ligne une combinaison linéaire des deux autres. C'est-à-dire, si, par exemple, on ajoute à la première ligne la deuxième plus la troisième. Donc, on va remplacer la première ligne par la première ligne plus la deuxième plus la troisième. Donc, quand on fait la somme, qu'est-ce qu'on trouve? 1 plus 1 moins lambda, donc 2 moins lambda. 1 plus 1 moins lambda, donc 2 moins lambda. Et 1 plus 1 moins lambda, donc 2 moins lambda. Alors là, c'est une bonne affaire parce que vous allez écrire la nouvelle première ligne sous la forme de moins lambda, facteur de 1, 1, 1. Et en quoi c'est intéressant? Nous avons dit que quand une ligne est multipliée par lambda, par un scalaire, vous pouvez sortir le scalaire. Donc ici, on peut sortir le 2 moins lambda et se retrouver avec une première ligne qui est beaucoup plus sympathique, c'est-à-dire dont tous les coefficients sont égaux. Hein, donc cette première ligne, donc il faut remarquer qu'elle est plus symétrique que cette ligne. Alors, donc l'intérêt d'avoir cette ligne-là, c'est que si on prend cette ligne, on la retranche de celle-là, par exemple, on va avoir des zéros ici et là. Donc par exemple, si le déterminant ne va pas changer, si on remplace la deuxième ligne par la deuxième ligne moins la première, donc L2 moins L1, donc on va avoir 0 ici, donc moins 1 moins lambda, et puis 1 moins 1, donc 0 ici. Et donc, vous imaginez, vous devez comprendre que plus il y a dans un déterminant, plus il devient facile à calculer. Hein, on essaie en quelque sorte de faire apparaître le maximum de zéros. Si vous voulez, on essaie de l'échelonner en quelque sorte pour le calculer plus facilement. Hein, pour le ramener à une forme diagonale, par exemple, comme ceci, ou là. Bon. Alors, de la même façon, on a envie de faire L3 moins L1. Donc, pour avoir un 0 ici, un 0 ici, et puis moins lambda moins 1 ici. Et donc là, on a le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure. Hein, par exemple, vous avez 1 sur la diagonale et ici moins 1 moins lambda, moins 1 moins lambda. On peut dire directement, d'après ce qu'on vient de raconter, que c'est le produit des termes diagonaux. Hein, donc, on va avoir 1 fois moins lambda moins 1 au carré. Hein. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier le 2 moins lambda. On peut aussi utiliser cette propriété-là, donc diviser 2, donc voilà M1, voilà M2. Hein, M2, c'est cette matrice carrée de 2, donc c'est le déterminant de cette matrice-là par le déterminant de cette matrice-là. Et le déterminant de cette matrice-là, c'est 1, et le déterminant de cette matrice-là, c'est le déterminant donc le déterminant de moins lambda moins 1, 0, 0 moins lambda. Donc on trouve bien 2 moins lambda, 1, et puis moins lambda moins 1 au carré, c'est-à-dire lambda plus 1 au carré. Alors, bien sûr, on aurait pu utiliser la formule directe de tout à l'heure qui nous donne directement le déterminant, parce qu'on avait donné, je vous le rappelle, une formule qui nous donne le déterminant du matrice 3. Ou si vous voulez, on a la règle de Sarus aussi, que vous trouverez dans les livres ou sur Internet. Mais en quoi c'est intéressant, plutôt que d'utiliser la formule directe, d'utiliser les propriétés des déterminants? Alors, c'est intéressant du fait que on trouve le déterminant sous une forme directement factorisée. Parce que si on avait utilisé la formule directe pour développer, hein, on aurait trouvé une forme développée, c'est-à-dire de la forme A lambda 3 plus B lambda 2 plus C lambda plus T. Et là, c'est pas directement factorisé, c'est-à-dire il resterait à factoriser.
Mais ici, c'est encore plus intéressant parce qu'on a obtenu le déterminant directement sous forme factorisée. Alors, donc, vous allez me dire, pourquoi est-il intéressant parfois d'avoir le déterminant sous forme factorisée? Eh bien, justement, on va répondre à cette question dans la suite. Alors, juste avant, je donne quelques propriétés supplémentaires des déterminants. Donc, si vous avez trois matrices N1 et N2, donc qui sont carrés à coefficient d'ordre N, à coefficient donc K, eh bien, le déterminant du produit des deux matrices, c'est le produit des déterminants. Donc, en particulier, puisque le déterminant de l'identité, c'est 1, vous déduisez que si N est une matrice inversible, alors le déterminant de l'inverse de N, c'est l'inverse du déterminant de N. Voilà, donc ces propriétés peuvent être utiles aussi. Alors, maintenant, pour expliquer un petit peu d'où vient le polynôme P qu'on a vu tout à l'heure, hein, parce que je vous rappelle qu'on avait, voilà, dans cet exercice-là, alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Dans cet exemple-là, on avait pris notre matrice et puis on lui avait associé un polynôme P. On a vu que ce polynôme, il était tel que quand on substitue la matrice dans le polynôme, on trouve la matrice nulle. Alors donc, on va voir la généralisation de ce résultat-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique d'une matrice. Alors, qu'est-ce que c'est que le polynôme caractéristique d'une matrice? Alors, le polynôme caractéristique d'une matrice d'ordre n, n fois n à coefficient dans K, c'est le polynôme qu'on peut noter C indice m de x, polynôme caractéristique de m, la variable c'est x, c'est tout simplement le déterminant de la matrice m moins x fois l'identité. Donc, Cm, c'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de M. Alors, il y a un théorème très important, très utile, hein, qu'on appelle le théorème de Cayley-Hamilton, qui nous dit que si on remplace la variable x par la matrice M, eh bien, on trouve la matrice nulle. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'exemple précédent. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait dans l'exemple précédent? Nous avons pris notre matrice, nous avons calculé la matrice x m moins x fois in, nous avons calculé cette matrice-là et nous avons calculé son déterminant. Eh bien, par définition, ce déterminant est juste le polynôme caractéristique de la matrice M. Donc, ce polynôme, c'est un objet connu, c'est le polynôme caractéristique de notre matrice. Et le fait que ce polynôme s'annule en M, c'est un théorème connu qui s'appelle le théorème de Cayley-Hamilton. Donc, le théorème de Cayley-Hamilton nous permet de prévoir que si on calcule le polynôme minimal de notre matrice, le polynôme caractéristique de notre matrice, et si on substitue à l'intérieur la matrice M, on trouve la matrice nulle. Je répète encore une fois, le polynôme caractéristique de la matrice M, il est obtenu en faisant M moins x fois l'identité et en prenant le déterminant. Donc c'est le polynôme caractéristique de la matrice M, et le résultat qu'il faut connaître, qui s'appelle le théorème de Cayley-Hamilton, c'est le fait que si on prend la matrice et on la substitue à la variable dans le polynôme caractéristique de la matrice, on trouve la matrice nulle, hein, la matrice qui a des zéros partout. Voilà. Mais bon, cela n'explique pas tout parce que je vous rappelle qu'on a vu que dans l'exemple de départ, on avait introduit une matrice P et puis on avait introduit une matrice N. Pour le moment, on ne sait pas encore d'où viennent les matrices PM.
Alors, juste comme exemple, donc ce que je viens de dire pour la matrice M de tout à l'heure, son polynôme caractéristique, on a vu que c'était x au carré moins 3x plus 2, et donc on a vérifié que quand on substitue M à la variable, on trouve 0. Eh bien, pour la matrice N, qui est là, son polynôme caractéristique, c'est celui qu'on vient de calculer ici. Hein, ça, c'est le polynôme caractéristique de la matrice N, hein, qui est là. Et on a vu que c'était ce polynôme-là. D'accord? Voilà. Alors, bien sûr, d'après le théorème de Cayley-Hamilton, si vous substituez dans le polynôme la matrice N, vous allez trouver la matrice nulle. Alors donc, je rappelle qu'on avait introduit deux matrices qu'on avait appelées la matrice grand P et la matrice grand N, et qu'on n'a pas encore, dont on n'a pas encore justifié la provenance. Alors pour justifier la provenance de ces matrices-là, de l'exemple de départ, hein, eh bien, on est obligé d'introduire la notion très utile, très importante, de valeur propre et de vecteur propre et d'espace propre d'une matrice. Alors, étant donné donc une matrice qui a une ligne et une colonne à coefficient dans K, et lambda un élément du corps, alors quand est-ce qu'on dit que lambda est valeur propre de la matrice grand M? Si il existe un énuple d'éléments de K, c'est-à-dire des éléments x1, x2, xn appartenant à Kn, enfin x1, x2, xn appartenant, c'est le énuple qui appartient à Kn, mais ce n'est pas le énuple nul. C'est-à-dire x1, x2, xn, ce sont des éléments de K, mais qui ne sont pas tous zéro. Ils sont non tous nuls. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous non nuls. Ils sont pas tous égaux à 0. Alors donc, quand est-ce qu'on dit que lambda est une valeur propre? Donc s'il existe un énuple x1, xn, c'est-à-dire un élément de Kn, mais qui n'est pas le vecteur nul, hein, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0, tel que m fois la matrice colonne x1, xn égale lambda fois la matrice colonne x1, xn. C'est-à-dire que lambda est dit valeur propre de la matrice M s'il existe des éléments x1, xn dans K non tous nuls, tels que la multiplication de la matrice M par la matrice colonne x1, xn équivaut à multiplier la matrice x1, xn par le scalaire lambda. D'accord? On dit alors que x1, xn, c'est un vecteur propre de M correspondant à la valeur propre lambda. Alors maintenant, quel est le lien entre les valeurs propres et le polynôme caractéristique? Eh bien, le lien entre les valeurs propres et le polynôme caractéristique, il est donné par cette proposition, c'est que les valeurs propres d'une matrice, carré bien sûr, sont les racines de son polynôme caractéristique. Donc, je reviens à notre exemple de départ. On a considéré donc la matrice M qui est égale à N2, 0, 1. On a vu que son polynôme caractéristique, c'était x au carré moins 3x plus 2. Et on avait obtenu ça sous forme factorisée. Donc c'est ça l'intérêt d'obtenir le polynôme, le déterminant sous forme caractérisée, c'est que quand c'est un polynôme caractéristique, on a tout de suite directement les racines. On a les racines du polynôme caractéristique. Et les racines du polynôme caractéristique, dans notre cas, sont les valeurs propres de la matrice. Donc, dans notre cas, les valeurs propres de notre matrice, c'est 1 et 2. Donc, si vous voulez, si on regarde notre exemple de départ, alors, vous voyez, la matrice M, eh c'est la matrice qui est diagonale, qui a sur la diagonale, qu'est-ce qu'elle a sur la diagonale? Les valeurs propres de la matrice M. C'est-à-dire que cette matrice, elle n'est pas innocente, elle ne tombe pas du ciel, c'est la matrice qui est reliée à M par le fait qu'elle est diagonale
et que sur sa diagonale, elle a les valeurs propres de la matrice M. C'est-à-dire que sur la diagonale de cette matrice-là, on a mis les racines du polynôme caractéristique de la matrice M. Donc là, ça justifie un petit peu d'où vient la matrice N. Maintenant, il reste à justifier d'où vient la matrice P. Donc on revient à nos valeurs propres et vecteurs propres. Donc, étant donné donc une matrice à n lignes, n colonnes, à dans K, lambda une valeur propre de M, eh bien, si lambda est une valeur propre, on pose E lambda, c'est l'ensemble des n-uples d'éléments de K, c'est-à-dire des éléments xn, xn de Kn, tels que M fois la matrice colonne xn, xn égale lambda fois la colonne xn, xn. Donc, eh bien, on montre facilement que E lambda, en fait, c'est un sous-K espace vectoriel de Kn. C'est-à-dire, il faut vérifier qu'il est stable par la différence et par multiplication par tout élément du corps. Donc, c'est un sous-espace vectoriel de Kn, du K espace vectoriel Kn, qui est dit espace propre de M associé à la valeur propre lambda, où E lambda, il est aussi dit espace propre de N correspondant à la valeur propre lambda. Alors donc, on va dans notre cas calculer les espaces propres de la matrice M. Donc, si M, c'est la matrice de départ, 1, 2, 0, 2, on a vu que les valeurs propres de M sont 1 et 2, et donc pour chacune des valeurs propres, on va associer un sous-espace de Kn qui est l'espace propre correspondant à cette valeur propre. Alors, donc on va avoir E1 et E2. Qu'est-ce que c'est que E1? Alors, E1, c'est les éléments de R2 tels que, quand on prend la matrice M, on la multiplie par le vecteur colonne dont les coordonnées sont x et y, ça revient à prendre ce vecteur et à le multiplier par lambda. Donc ici, à prendre ce vecteur et à le multiplier par 1. Donc voilà, donc là on a traduit cette appartenance sous forme matricielle. Ça veut dire tout simplement que m fois le vecteur xy égale lambda fois xy, où lambda dans notre cas c'est 1. D'accord? Et donc, on va traduire cette écriture matricielle sous forme de système d'équations. Donc, quand on fait le produit de ces matrices, ça va nous donner x plus 2y comme première coordonnée, et puis 0x et 2y comme deuxième coordonnée, égale à xy. Et donc, quand est-ce qu'on a l'égalité de ces deux matrices? Si x plus 2y égale à x, et 2y égale y. Alors, quand est-ce que 2y égale à y? Eh bien, si et seulement si y est nul. Voilà. Donc, il faut que y soit nul, et la première équation devient x égale à x, c'est-à-dire x, il est quelconque. Donc, si vous voulez, xy appartient à E1, si et seulement si xy, il est égal à x, 0. Donc, x fois 0,1, x étant quelconque. Donc, qu'est-ce que c'est que E1? C'est l'ensemble des multiples du vecteur E1' qui est égal à 1, 0. C'est-à-dire que E1, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur E1'. D'accord? Alors, on va faire de la même façon pour le deuxième espace propre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espace propre E2? Donc, xy, il est dans E2, si et seulement si la matrice M multipliée par le vecteur colonne xy égale à lambda, ici lambda c'est 2, par la matrice xy. Donc, on fait le produit matriciel, on va trouver x fois 1 plus 2 fois y, donc x plus 2y égale 2x, et puis en bas, on va trouver 0 fois x plus 2y égale 2y. Donc 2y égale 2y, donc la deuxième équation, on peut l'enlever, et donc la première équation, elle va devenir, en transposant x de l'autre côté, x égale 2y.
Voilà. Donc, XY appartient à E1, si et seulement si XY, c'est 2Y et Y est quelconque. Donc, on met Y en facteur, on trouve Y fois le vecteur de 1. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que E2, c'est l'ensemble des multiples du vecteur de 1. D'accord? C'est-à-dire que E2, c'est l'espace vectoriel engendré par E2'. D'accord? Où E2', c'est le vecteur de 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les deux vecteurs qu'on a obtenus. Le générateur de l'espace propre E1, qui est E1', et le générateur de l'espace propre E2, qui est E2'. Hein? Et puis, on va calculer le rang de la famille E1', E2'. Donc, c'est le rang. Donc, E1', j'ai dit, c'est le vecteur 1, 0. E2', c'est de 1. Donc, c'est un système échelonné donc, de rang 2. Le rang est égal au nombre de vecteurs. Donc, c'est un système libre à deux éléments dans R2 qui est un espace de dimension 2. Donc, E', E' est une base du R espace vectoriel R2. Donc, si on considère la matrice, l'application linéaire phi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'application linéaire phi? Eh bien, c'est tout simplement, cette application linéaire aussi, elle ne tombe pas du ciel. C'est l'application linéaire dont la matrice, c'est justement M. Hein? Donc, si on cherche, parce qu'on a dit, on peut partir d'une application linéaire et lui associer une matrice quand on fixe les bases de départ et d'arrivée. Et puis, réciproquement, on peut partir d'une matrice et puis retrouver l'application linéaire correspondante quand on fixe les bases. Donc ici, on va prendre la base canonique et puis quand on prend la base canonique, eh bien, l'application linéaire dans la matrice CM, dans les bases canoniques, c'est cette application-là. Voilà. Alors, donc, cette application-là, elle est associée à notre matrice. C'est l'application linéaire dont la matrice dans les bases canoniques de R2, c'est M. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la matrice P? Eh bien, la matrice P aussi, elle ne tombe pas du ciel. C'est la matrice de passage de la base canonique dans la base E' formée des vecteurs. C'est-à-dire que si on prend la matrice de passage de E dans E', donc on va écrire les vecteurs E1' et E2' en fonction de la base canonique. Donc E1' ici, hein, E1', E2', et puis sur le côté, donc on met la nouvelle base en haut, comme je l'ai dit, quand on a parlé des matrices de passage, et puis on met sur le côté l'ancienne base, c'est-à-dire la base canonique. Donc E1', on a dit c'est 1 fois E1 plus 0 fois E2, donc 1 fois E1 plus 0 fois E2. Et puis E2', c'est 2 fois E1 plus 1 fois E2, donc E2', c'est 2 fois E1 plus 1 fois E2. Donc, ça explique d'où vient la matrice P de départ. La matrice P de départ, c'était tout simplement la matrice de passage entre la base formée des vecteurs propres et la base canonique. Et puis, dans l'exercice de départ, donc on avait pris la matrice N. Quand on a calculé la matrice N, eh bien, puisque M égale à PNP-1, donc N égale à P-1MP, quand on calcule la matrice N, on trouve la matrice diagonale. C'est-à-dire quand on multiplie notre matrice triangulaire supérieure de départ par P-1 à gauche et par P à droite, on retrouve justement la matrice diagonale qui a sur la diagonale les termes diagonaux, justement, les valeurs propres de notre matrice M. Voilà, donc là, on a justifié d'où viennent les matrices P et M, et donc justifié la méthode qu'on a employée pour élever notre matrice M de départ à la puissance N. Alors, je vais juste, avant de vous laisser la parole pour les questions, je vais juste dire un mot sur le cas général. Alors, donc, on peut définir le déterminant d'une matrice quelconque de la manière suivante. Donc, on va, étant donné une matrice M qui est à n lignes et n colonnes,
on va faire comme tout à l'heure, pour I et J fixés, hein, donc I et J sont des éléments entre 1 et n. Donc, ce que je note n indice n, c'est l'ensemble des éléments entre 1 et n. Hein. Et donc, I et J étant fixés, on va définir M et J comme étant la matrice extraite à partir de M, obtenue à partir de M en enlevant la ligne I et la colonne J. Voilà, c'est ça la matrice extraite. Alors, on définit le déterminant de notre matrice M. Donc, pour le déterminant pour n égale à 1, déterminant de A1, c'est A1. Mais pour le cas général, comment on fait? On se place sur la première ligne, puis à chaque fois, on alterne les signes. Donc, on va prendre A1, 1, et puis on va multiplier par le déterminant de la matrice extraite en enlevant la ligne et la colonne de 1. C'est ce qu'on appelle, on a appelé la matrice M1, 1. Et puis on va prendre A1, 2, mais on va lui mettre un signe moins 1. On va multiplier par le déterminant de la matrice extraite obtenue en enlevant la ligne de A1, 2 et sa colonne. Donc ça va être M1, 2, etc. Voilà, donc c'est comme ça qu'on définit par récurrence, comme je l'ai dit, les déterminants des matrices. Alors donc là c'est les propriétés, donc j'ai dit qu'elles sont vraies dans le cas général, pas seulement pour les matrices de 2, mais pour les matrices d'ordre n quelconque. Donc j'ai dit que si Mn sont des matrices à n lignes et colonnes à coefficient dans un corps K, le déterminant de la matrice est égal au déterminant de sa transposée. Le déterminant du produit est égal au produit des déterminants. Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Si M est inversible, alors le déterminant de l'inverse, c'est l'inverse du déterminant. Alors, puis les calculs des déterminants par bloc. Donc, j'ai dit que si votre matrice, vous pouvez la décomposer par bloc comme ça, où M et N sont des matrices carrées, bien sûr. Donc, ce déterminant, la matrice R n'intervient pas. Il est obtenu en faisant le produit du déterminant de cette matrice par le déterminant de cette matrice. Même chose pour les diagonales par bloc triangulaire inférieur, en quelque sorte. Dans le cas où vous avez plusieurs matrices, une matrice diagonale par bloc, pas seulement qui a 2 blocs, mais n blocs. Donc ici aussi, le déterminant, donc ici à la place des étoiles, bien sûr, c'est des matrices. Et là aussi, à la place du grand zéro, c'est une matrice, c'est-à-dire vous avez des zéros partout sous les matrices diagonales M1, M2, Mn. Voilà, donc là c'est le produit du déterminant de M1, déterminant de M2, déterminant de Mn. En particulier, le déterminant d'une matrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure, c'est le produit des termes diagonaux. Alors, donc, autre propriété des déterminants, nous avons dit que si on considère les colonnes de M comme comme des vecteurs, hein, ou comme des vecteurs, alors le déterminant ne change pas si on rajoute à une colonne une combinaison linéaire des autres. Le déterminant de la matrice est multiplié par moins 1 si on échange 2 colonnes. Hein, donc, vous échangez 2 colonnes, le déterminant est multiplié par moins 1. Le déterminant de la matrice, il est multiplié par lambda si on multiplie une des colonnes par lambda. Le déterminant, il est nul si M a 2 colonnes égales. Donc, si vous avez 2 colonnes égales, alors le déterminant est nul. Et puis, le déterminant, il est non nul si et seulement si les colonnes de M sont linéairement indépendantes. Bon, bien sûr, puisque le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. Donc, toutes ces propriétés qu'on a données pour les colonnes, elles sont vraies pour les lignes aussi. C'est-à-dire, le déterminant ne change pas si on rajoute à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Donc, cet énoncé est vrai si on remplace partout colonne par ligne. Donc, le déterminant ne change pas si on rajoute à une ligne une combinaison linéaire des autres. Le déterminant est multiplié par moins 1 si on échange 2 lignes, et le déterminant est multiplié par lambda si on multiplie une ligne de M par lambda. Le déterminant, il est nul si 2 lignes sont égales. Et si le déterminant n'est pas nul, alors les lignes de la matrice sont
linéairement indépendantes. Voilà donc pour le cas des valeurs propres, donc dans le cas général, hein, voilà les définitions générales que j'ai données tout à l'heure, et puis définition générale du polynôme caractéristique. Voilà, donc vous pouvez, pour ceux qui sont intéressés, regarder le tirage diag et le tirage déterminant pour plus de résultats. Voilà, donc je vous remercie d'avoir assisté à notre cours sur les applications linéaires, les matrices et les déterminants et leurs applications. Voilà, donc ceci termine le cours d'aujourd'hui et ceci aussi termine par la même occasion notre cours Algèbre 2. Voilà, je remercie tout le monde et bon, j'essaierai, si l'enregistrement est bon, de le mettre comme les dernières fois en ligne après. Donc, je vous laisse poser vos questions. Je vous laisse 5 minutes pour les questions. Merci. Vous pouvez donc chatter ou poser votre question en utilisant directement votre micro. Voilà. Bien entendu, bien que le cours soit terminé, on reste en contact. Il se peut que je vous envoie des emails. On ne sait jamais. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'ici le 13? Qu'est-ce que va décider l'administration? Est-ce que donc il faut qu'on reste en contact et vous devez surveiller votre boîte email pour voir s'il y a des informations. Donc, si je reçois des informations, je vais vous les transmettre. Et de votre côté, bien sûr, si vous avez des informations, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email. Voilà. Mais dans tous les cas de figure, il ne faudra pas partir en vacances avant que l'administration ne déclare l'arrêt de cours. Hein, voilà. Hein, on ne sait jamais qu'est-ce que va décider l'administration d'ici le 13 juin. Voilà. Dans tous les cas, il ne faudra pas partir en vacances avant au moins la fin juin. Donc il faudra surveiller votre boîte email tout le mois de juin. Voilà. Voilà, donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc vous avez encore 5 minutes. Je suis encore là pour 5 minutes pour répondre à vos questions. Voilà.
Voilà, donc encore merci. N'oubliez pas qu'on reste en contact par email. Hein, voilà. Donc voilà. Donc je vais fermer le cours. Je vous remercie encore une fois d'avoir assisté. Voilà. Allez, à la prochaine.